Dans la série du manioc en 3 épisodes, le premier volet démarrait par la culture du manioc où nous expliquions comment obtenir les meilleures densités et comment récolter le manioc afin qu'il ne pourrisse pas au bout de 2 jours. En 10 astuces, j'ai répondu à la problématique du deuxième épisode, comment éviter les pertes post-récolte du manioc. Et aujourd'hui, pour clore ce chapitre sur le manioc, nous allons explorer les méthodes de conservation et surtout, nous allons vous dévoiler une dizaine de méthodes de transformation du manioc pour prolonger sa durée de conservation. Restez jusqu'au bout parce que je vais vous présenter des produits dont on ne vous parle jamais et que vous pourriez vous-même vendre. Et si jamais vous voulez cultiver et que vous ne savez pas combien une culture pourrait vous rapporter, je vous propose des mini-formations sur le calcul de votre bénéfice en cultivant le piment, le maïs ou la laitue. Les tarifs sont vraiment attractifs actuellement. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agroeden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agroeden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. On débute par la conservation du manioc. Quelles sont ces méthodes? Comme nous l'avions expliqué dans le deuxième épisode, rapidement après la récolte, 2 à 3 jours, les tubercules se dégradent. Pour cela, il faut conserver le manioc de différentes façons. La première option, dans des silos fausses recouverts d'un toit de chaume. La deuxième option, c'est le stockage dans de la sciure humide. Troisième option, vous stockez le manioc au froid dans le congélateur, par exemple. Quatrième option, c'est le stockage sous bâche en plastique de racines trempées dans de l'eau. Cinquième et dernière méthode de conservation du manioc, que je ne préconise pas nécessairement, elle concerne les non-naturants. Vous pouvez immerger le manioc dans un fongicide à base de thiabendazole, par exemple, et le mettre dans des sacs de polyéthylène. En réalité, la méthode de conservation au champ est la plus couramment utilisée par les paysans. Mais pour vous dire vrai, c'est la pire. Je fais donc une grosse mise en garde là-dessus. Le stockage du manioc au champ est l'une des pires manières de conserver son produit. En fait, la conservation en plein champ est une des principales causes de perte du manioc. Un autre inconvénient, c'est qu'elle mobilise la parcelle pour une prochaine culture. De plus, le manioc est la cible des insectes et rongeurs. Et bon, on l'a pas cultivé pour eux, hein. Donc si vous gardez votre manioc au champ, sortez-le très rapidement de là. D'ailleurs, quels sont les bioagresseurs du manioc récolté et conservé? Je ne rentrerai pas dans les détails ici parce que ce n'est absolument pas ce qui vous passionne le plus, mais dans les grandes lignes, conservé sous forme de cossettes, le manioc attire de nombreux insectes ravageurs tels qu'un coléoptère qui peut détruire jusqu'à 70% des stocks après 4 mois d'entreposage. Pour lutter contre, en lutte biologique, on peut introduire un insecte prédateur de ce coléoptère qui sera donc éliminé. Donc après ramassage des tubercules, ces derniers sont coupés en petits morceaux, qu'on appelle des cossettes, puis rapidement séchés et conservés dans des conditions idéales, lieux secs, propres et exempts de maladies ainsi que d'insectes. Des chercheurs ont par exemple proposé la construction d'un grenier en argile pour stocker les cossettes, ainsi que des sacs et tonneaux en plastique. Un contrôle régulier de l'état sanitaire des stocks permet d'intervenir et de limiter les dégâts en cas d'attaque. Si vous constatez une infestation, n'hésitez pas à étaler les cossettes au soleil pour favoriser la fuite ou la mort des insectes nuisibles. Par la suite, faites moudre vos cossettes et vendez-les ou consommez-les au plus vite pour éviter des pertes supplémentaires. Maintenant, passons à la transformation artisanale du manioc. Dans la plante, le tubercule n'est pas le seul organe à pouvoir être consommé. Effectivement, les feuilles, après avoir été hachées ou broyées, doivent être cuites entre 30 et 60 minutes pour réduire à néant la quantité de cyanogènes. Inévitablement, la cuisson prolongée réduit la teneur en vitamine C. Autre chose, toutes ces recettes ne sont pas de mon cru, mais issues d'un ouvrage dont je mets les infos en barre de description. Commençons donc avec la transformation des feuilles. Par exemple, en Tanzanie, il existe une préparation du nom de Kisamvu. Quels sont les ingrédients? Alors vous aurez besoin d'1 kg de feuilles de manioc fraîches, de l'eau, la quantité n'a pas été déterminée, 30 g d'huile végétale, 20 g d'oignon, 1 tasse de lait de coco et ou de beurre d'arachide, puis du sel. Maintenant les instructions pour le plat. Broyez les feuilles afin d'obtenir une masse fine.
Faire bouillir de l'eau et y mettre les feuilles broyées ainsi que le sel. Remuer toutes les 5 minutes pendant 40 minutes au moins. Réserver. Hacher et frire l'oignon. Ajouter le lait de coco et ou le beurre d'arachide. À ébullition de la pâte, incorporer les feuilles cuites. Remuer quelques minutes puis retirer du feu. Servir avec des céréales, riz, mil, boulgour, etc. Au Cameroun, le plat à base de manioc s'appelle le kpom et est servi avec du manioc bouilli ou du bâton de manioc. C'est un plat de manioc donc 100%. D'ailleurs, voici la recette du kpom. C'est un mot de la langue ewondo. Il signifie littéralement manioc. Ceci n'est pas la recette de ma mère qui garde ses secrets de préparation, mais voici les ingrédients malgré tout nécessaires. Vous aurez besoin d'1 kg de feuilles de manioc fraîches, une boîte de sucre de noix de palme et des tubercules de manioc ou de macabo, mais c'est facultatif. Broyez les feuilles afin d'obtenir une masse fine. Dans une grande marmite du village, mélangez le sucre de palme avec le broyat de feuilles. Y ajoutez éventuellement des morceaux de tubercules coupés et nettoyés. Cuire le tout à feu vif et remuer toutes les 5 minutes. 20 minutes après le début de la cuisson, ajoutez la quantité d'eau si besoin. Couvrir à moitié la marmite pendant 15 minutes afin que l'eau s'évapore. Le plat est prêt lorsque la couleur des feuilles prend une teinture jaunâtre et que le liquide est réduit de moitié. Je crois qu'il existe une variante du kpom qu'on appelle saka saka au Congo, mais je ne connais pas la recette. Pour avoir goûté plus jeune, j'avais bien apprécié. D'ailleurs, tonton Antoine, si jamais tu passes par ici, c'était très bon. Merci beaucoup. Voilà donc pour ce qui est de la transformation des feuilles de manioc. Maintenant, la transformation du tubercule permet d'obtenir d'autres produits dont nous allons parler tout de suite. On commence par les produits du manioc non fermentés. Ces aliments sont préparés de façon artisanale à partir de morceaux plus ou moins gros de manioc frais. On commence avec le manioc bouilli. Vous épluchez votre manioc et vous faites une coupe longitudinale, puis vous le découpez en morceaux de 4 à 5 cm de longueur. Vous faites bouillir dans de l'eau durant 30 minutes minimum pour vous débarrasser du cyanure présent dans le tubercule. Le manioc bouilli se consomme généralement chaud. Les épluchures peuvent être recyclées comme engrais, compost ou bien en tant que fourrage. On peut aussi fabriquer des chips. Voici une recette pour 3 personnes. Vous aurez besoin pour cela d'un tubercule de manioc de taille moyenne et de forme régulière, de l'huile neutre ainsi que du sel. Épluchez et rincez votre manioc. Coupez des rondelles de 3 mm d'épaisseur. Les faire frire dans de l'huile chaude, puis égoutter et saler si besoin. Passons à la fabrication de cossettes séchées. Je vous en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Les cossettes de manioc peuvent servir de base à la fabrication de la farine ou d'amidon, par exemple. Il y a des gens qui achètent d'ailleurs des cossettes aux producteurs ou bien aux vendeuses du marché pour aller transformer eux-mêmes en d'autres produits. Attention, minute conseil, attention, minute conseil. Sachez que pour obtenir 250 kg de cossettes, la production de manioc doit s'élever à 1000 kg de tubercules de manioc frais. Voici comment produire les cossettes. Épluchez et coupez le manioc en petits morceaux, puis laissez sécher les cossettes au soleil plusieurs jours. Les conservez par la suite dans des sacs propres. Le séchage des cossettes supprime une partie importante du cyanure afin de pouvoir être consommées par le bétail. Cependant, elles sont servies en quantité limitée à cause des teneurs en toxines. La fabrication de la farine. Pilez les cossettes séchées, tamisez, emballez et stockez la farine dans un endroit approprié. Aussi simple que ça. Les gâteaux, pâtisseries et viennoiseries peuvent également être réalisés à partir de la farine de manioc. Voici des crêpes que j'ai moi-même faites à base de farine de manioc et de banane. C'est une idée de business à faire si vous restez au quartier et que vous voulez arrondir vos fins de mois. Si jamais vous voulez connaître la recette 100% farine de manioc, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ok, donc après les vivres à base de cossettes ou gros morceaux de manioc non fermentés, nous allons évoquer les produits qui dérivent de la pâte de manioc. En fait, cette deuxième catégorie nécessite de réduire le manioc en bouillie. Dans ce cas, le manioc est préalablement réduit en bouillie puis fermenté. La pâte obtenue est préparée et donne lieu à différents aliments qui sont des accompagnements de sauce par exemple. Donc pour faire de la pâte de manioc, dans ce cas non fermenté, vous épluchez et vous lavez les tubercules avec de l'eau propre. Vous râpez le manioc manuellement ou mécaniquement avec un broyeur. De cette pâte découlent des produits comme la farine ou les beignets. Je vous ai expliqué le processus de la farine à base de cossettes. Maintenant, à base de pâte de manioc, comment on fait? Alors, pour ça, vous devez presser la pâte râpée obtenue précédemment.
La sécher sur une toile propre et légèrement en pente jusqu'à ce que la pâte sèche soit farineuse. Par la suite, vous devez moudre ou piler afin d'obtenir de la farine. Tamiser, emballer et stocker la farine dans un endroit approprié. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi faire des beignets. Je vous donne une recette pour 4 personnes. Vous aurez besoin de 430 g de manioc, donc un tubercule entier, 300 g de bananes bien mûres, environ 3 bananes, une cuillère à soupe de sel fin, le jus d'un citron et puis de l'huile de friture. Vous commencez par éplucher et râper le manioc. Pressez la pâte obtenue à la main ou dans un chiffon en tissu propre pour extraire un maximum d'eau de cette pâte. Mixez les bananes puis les arrosez du jus de citron. Mélangez les deux pâtes en ajoutant une pincée de sel. Lorsque la pâte est homogène, faire chauffer l'huile à feu vif et commencer à frire les beignets. Baissez le feu à moyen pour que les beignets cuisent à l'intérieur, égoutter et servir chaud. Un dernier produit, toujours à partir de manioc râpé ou de pâte de manioc. Il ne se mange pas, c'est l'amidon de manioc. Comment le fabriquer? Il faut pétrir 1 kg de pâte de manioc dans une bassine remplie de 5 litres d'eau. Tamiser le mélange et recueillir le lait d'amidon dans un autre récipient. Laisser décanter l'amidon durant 1 heure. Recueillir la pâte accumulée au fond et laisser sécher au soleil. Moudre enfin cette pâte séchée et tamiser l'amidon qui sera conservé dans des sacs et stocké dans un endroit approprié. Ok, donc à partir du tubercule de manioc, on peut faire du manioc râpé, des cossettes, de la farine, des beignets, je vous ai cité quoi encore, l'amidon. Il n'y avait aucune fermentation jusqu'à présent. Mais ceux qui connaissent un peu les produits de manioc phares savent que certains sont fermentés. Il y a d'ailleurs une petite odeur qui nous reste sur les doigts après les avoir manipulés et qui n'est pas toujours agréable pour certains. Allez, je vais vous raconter un peu ces produits transformés de la racine tubéreuse ayant subi une fermentation lors de leur processus de fabrication. On parlera pour ceux qui connaissent de bâtons de manioc, miondo, atieke, gari et d'autres produits que vous n'imaginez pas. Commençons donc avec la pâte de manioc fermentée. Pour cela, comme d'habitude, vous épluchez et vous lavez les racines de manioc. Vous trempez les tubercules dans de l'eau propre pendant 3 jours afin de les ramollir. Une fois fermentés, nettoyez en retirant la partie centrale et réservez le manioc. La pâte fermentée qui en résulte est pressée puis écrasée. Cette pâte sert à la fabrication du bâton de manioc. Justement, parlons-en. Le bâton de manioc peut se décliner en 3 produits différents. Le premier, ça va être le miondo, donc la pâte de manioc précédemment fermentée et déposée sous forme de ficelle d'environ 27 cm de longueur sur 1 ou 2 morceaux de feuilles de jonc ou de bananier plantain. Laissez 1 à 2 cm à chaque extrémité, puis roulez la feuille et rabattre les extrémités. Ficelez le tout. Le deuxième produit, on l'appelle chez nous le bobolo ou le bâton de manioc. La pâte de manioc qu'on a fait fermenter tout à l'heure est déposée sous forme de fil d'environ 40 cm de long sur 1 ou 2 morceaux de feuilles de jonc ou de bananier plantain toujours. Laissez 1 à 2 cm à chaque extrémité, puis roulez la feuille et rabattre les extrémités. Ficelez le tout. Comme le miondo, le bobolo se mange accompagné généralement d'une sauce. Troisième produit qu'on appelle le mintumba, c'est la pâte de manioc qu'on a fait fermenter mais à laquelle on agrémente de l'huile de palme, du sel et des épices locales, parfois même du piment, selon les goûts. La pâte jaune obtenue est conditionnée comme un pain de mie d'environ 20 cm de longueur et 5 cm d'épaisseur, dans 1 ou 2 morceaux de larges feuilles d'amarantacée ou de feuilles de bananier plantain. Ça là, comme on dit au pays, c'est la magie. J'aime beaucoup manger le mintumba seul parce que c'est très bourratif, sinon avec une sauce, mais généralement il se suffit à lui-même. Chacune de ces pâtes, donc que ce soit le miondo, le bobolo ou bien le mintumba, est cuite encore 45 minutes après le conditionnement. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait fabriquer du levain à partir du manioc? Le levain en Occident, c'est comme une pâte qui pourra vous servir à faire du pain. Ici, c'est légèrement différent. Il semble que ce ne soit pas tout à fait une pâte. Je n'ai jamais essayé, mais si quelqu'un l'a déjà fait, franchement, je voudrais vraiment avoir votre retour là-dessus. Donc pour le levain, comment ça se passe? Vous épluchez les tubercules, vous les lavez, vous les faites cuire et vous les laissez refroidir.
Vous emballez ensuite vos tubercules cuits dans un sac en polypropylène et vous laissez fermenter durant 2 à 3 jours pour obtenir le levain. Au moment de l'utilisation, retirez les fibres et le dépôt de mycélium formé sur le manioc. Je vous livre vraiment la recette telle qu'elle a été décrite dans l'ouvrage sur lequel je m'appuie. Peut-être qu'il y a des modifications à faire, je ne sais pas du tout. À vous de me dire si vous en savez plus. Dirigeons-nous à présent vers l'Afrique de l'Ouest, où on mange beaucoup d'atiéké par exemple. Donc l'atiéké, c'est une semoule sèche et cuite issue de la pâte de manioc non fermentée, mais je vais vous expliquer aussi. Sa fabrication nécessite de passer par un processus de fermentation. Cette semoule, légèrement collante, a un goût acidulé. Ainsi, pour obtenir 100 kg de semoule fraîche de manioc, il faut environ 200 kg de manioc frais. Quels sont donc les ingrédients? 70 kg de manioc râpé non fermenté, 15 kg de tubercules de manioc, 150 ml d'huile de palme raffinée, puis 7 kg de levain de manioc. Mélangez la pâte de manioc, le levain, l'huile de palme et pétrir l'ensemble. Laissez égoutter pendant 2 à 3 jours ce mélange dans des bassines en fibres végétales tressées. Pressez avec des blocs de pierre la pâte dans les bassines. Brisez les mottes de pâte à l'aide d'un tamis de 1 à 2 mm en prenant soin d'éliminer les fibres également. Réalisez des granules manuellement dans une large cuvette afin que les particules aient une forme plus ou moins sphérique et lisse. Faire sécher partiellement les granules au soleil. Vanner pour ôter tous les débris et obtenir des grains propres. Enfin, conserver dans des sacs, boîtes ou tout autre récipient adéquat et stocker dans un endroit approprié. Passons maintenant à la fabrication du gari. À l'instar de l'atiéké, le gari est une semoule sèche issue de la pâte de manioc non fermentée, à la différence qu'elle n'est pas cuite à la vapeur. Il faut 1000 kg de tubercules de manioc frais pour produire 200 à 300 kg de gari. Préparez la pâte de manioc non fermentée et la mettre dans des sacs à fermenter pour une durée de 2 à 3 jours. Pressez la pâte avec des blocs de pierre ou avec une presse jusqu'à ce que l'eau cesse de s'égoutter. Brisez les mottes de pâte en prenant soin d'éliminer les fibres également. Rôtir la semoule dans une poêle ou un plateau chauffé. Tamisez le gari pour séparer les gros morceaux des petits. Puis, criblez avec des tamis de mailles différentes pour des garis de différentes qualités. Enfin, conservez votre gari dans les sacs, boîtes ou tout autre récipient adéquat et stocké dans un endroit approprié. Au Cameroun, le gari est appelé tapioca, à ne pas confondre avec le tapioca asiatique non plus. Je vous propose un autre produit que vous ne connaissez certainement pas. Il s'agit de la bière de manioc. Pour faire de la bière de manioc, vous aurez besoin de 40 kg de tubercules de manioc et 20 litres d'eau pure. Trempez dans une eau propre les racines tubéreuses de manioc pendant 7 jours. Après quoi, vous épluchez les tubercules et vous les broyez afin d'obtenir une pâte. Ajoutez les 20 litres d'eau à cette pâte et mélangez. Laissez reposer 3 jours. Filtrez le jus fermenté. Conditionnez la bière dans des récipients adaptés et stockez dans un endroit approprié. À présent, je vais vous parler du dernier produit à base de manioc qui est non comestible pour l'homme. Il s'agit d'un bioéthanol. C'est marrant parce que même en agriculture, il y a des effets de mode et clairement à l'époque où était publié cet ouvrage sur le manioc, c'était la grande mode du biocarburant. En tout cas, je vous transmets le processus de fabrication, ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Voici donc les ingrédients pour 4 litres d'alcool à 45%. Vous aurez besoin de 4 kg d'amidon de manioc, 1 kg de grains de sorgho, 20 à 30 g de levure de bière et 20 litres d'eau. Commencez par préparer le malt de sorgho. Triez et nettoyez les grains de sorgho. Les trempez dans l'eau durant 4 jours afin de provoquer leur germination. Séchez ensuite les grains germés au soleil 2 à 3 jours. Retirez manuellement les plantules. Broyez les grains entiers, à savoir l'écorce et l'albumène, afin d'obtenir la farine de sorgho maltée. Par la suite, vous allez préparer et fermenter le mou. Chauffez les 20 litres d'eau dans une grande marmite à 40 degrés, puis transvasez dans un récipient étanche. Y versez l'amidon et 250 g de farine de sorgho tout en remuant avec une spatule pour prévenir la formation de grumeaux. Arrêtez à l'obtention d'un liquide plus ou moins visqueux. Chauffez ce liquide à une température de 50 degrés pendant 1 heure.
puis laissez le tout refroidir. Ajoutez les 20 à 30 g de levure de bière au liquide, puis laissez fermenter le mélange pendant 4 jours. Maintenant, il va vous falloir distiller le mou fermenté. Pour cela, il vous faut verser l'amidon fermenté dans le fût principal et verser de l'eau dans le demi-fût destiné à être le réfrigérant. Positionnez le bidon à la sortie des tuyaux. Portez à ébullition le mou d'amidon. Surveillez la température et la quantité d'eau de refroidissement. 10 minutes après le début de l'ébullition, les premières gouttes d'alcool sortent de la tuyauterie. Surveillez la sortie et remplacez le bidon lorsqu'il est plein. Pour conclure cet épisode sur le manioc, nous avons parcouru un voyage complet, du champ à la table, explorant les meilleures pratiques de culture, les astuces pour éviter les pertes post-récolte et enfin les nombreuses façons de conserver et transformer le manioc. Ainsi, nous avons proposé des méthodes de conservation tout en vous mettant en garde contre la conservation en plein champ. Nous avons également exploré la richesse de la transformation artisanale du manioc avec des recettes africaines issues de l'Est, de l'Ouest et du centre de l'Afrique. Je vous ai dit, c'est un véritable voyage. Finalement, j'espère que vous l'aurez compris comme moi, le manioc n'est pas une simple culture de subsistance. Il offre un large éventail de possibilités, aussi bien pour les agriculteurs que les transformateurs. Et à titre personnel, je suis persuadée qu'il reste encore beaucoup à explorer. Nous en reparlerons certainement dans quelques années. Bon, c'est véritablement la fin de l'épisode. Je vous retrouve sur X, Instagram, Facebook, TikTok et Spotify pour les podcasts. Merci à vous qui êtes arrivés jusqu'ici. C'est très important pour moi de savoir qu'il y a des gens